Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un jour de détresse pour les agriculteurs. Ce matin, tout un troupeau de bovins va donc être abattu en Ariège. Les propriétaires n'ont pas eu d'autre choix que de se conformer au protocole sanitaire et d'accepter l'euthanasie de leurs 207 vaches, alors qu'une seule d'entre elles a contracté la dermatose nodulaire contagieuse. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct pour Europe 1 des Bordes-sur-Arize où quelques 200 agriculteurs ont été évacués hier soir par les gendarmes après des affrontements tendus. Depuis la veille, les manifestants empêchaient les services vétérinaires d'intervenir, déterminés à trouver une autre solution. En vain. Dans un instant, vous nous direz si les choses se sont apaisées ce matin. Mais avant, on va écouter votre reportage qui traduit tout le désespoir des agriculteurs. Barricade en feu, jet de projectiles et donc tension maximale devant cette petite ferme familiale encerclée par des agriculteurs mobilisés mais à bout face aux forces de l'ordre. Vous croyez faire quelque chose de bien? Vous faites que de la merde. J'ai le droit de crier point final. Une colère décuplée lorsque le fils du propriétaire du cheptel a fondu en larmes à l'annonce de l'accord. Jérémy, l'un des nombreux agriculteurs mobilisés, craint le pire désormais. Si on lui abat ses vaches, on tue le monsieur avec. Comment voulez-vous que ce monsieur remonte? Malheureusement, tout peut arriver. Il peut se suicider, il peut faire beaucoup de choses. Donc arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Car 207 vaches abattues, c'est aussi le travail de toute une vie, s'indigne Nadine, une amie de la famille. C'est une ferme familiale de génération en génération qui se débrouille pour avoir une qualité de viande, pour pouvoir avoir une bonne génétique. Et si on tue, il n'y aura plus rien et la génétique meurt. C'est aussi pour ces raisons que certains agriculteurs ici prévoient de se rendre dans les Hautes-Pyrénées, juste à côté, là où un cheptel doit aussi être abattu. Charles Lhuillier, vous êtes avec nous en direct des Bordes-sur-Arize. On vient d'entendre votre reportage. Cette tension est-elle retombée ce matin ? Alors ici, le jour se lève à peine dans cette campagne brumeuse. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'agitation autour de cette petite ferme. Bien au contraire, une dépanneuse est par exemple devant moi, venue récupérer les quelques voitures que les autorités ont dû pousser dans un fossé pour se frayer un chemin hier soir. Et de leur côté, les gendarmes sont toujours là pour quadriller la zone. L'objectif, éviter toute intrusion sur le site pendant l'abattage de ces bovins. Un abattage qui doit avoir lieu en présence des deux propriétaires du cheptel qui ont dû accepter la mort dans l'âme. Un peu contraints et forcés, diront certains, l'accord financier proposé par l'État. Alors c'est vrai que les quelques 400 agriculteurs mobilisés ici depuis 2 jours ont été chassés cette nuit. Des agriculteurs et leurs syndicats qui ne baissent pas pour autant la garde. Beaucoup ont échangé leurs coordonnées cette nuit avant leur départ. Le but, mener d'autres actions. Plusieurs petits blocages ont d'ailleurs rythmé la nuit dans la région. Et les syndicats l'ont promis, ce qu'il s'est passé ici n'est rien. Il y aura d'autres opérations coup de poing bien plus fortes qui pourraient être menées dès lundi autour de Toulouse cette fois-ci. Merci Charles Lhuillier en direct des Bordes-sur-Arize pour Europe 1. À noter que l'autoroute A75 est bloquée à 2 endroits différents ce matin, à hauteur de l'échangeur du Buisson à Lozère et au niveau de Séverac-le-Château en Aveyron. Ce mouvement donc des éleveurs qui menacent de faire tache d'huile. Le déchirement ce matin également pour les salariés de Brandt. Le fabricant de gros électroménagers va mettre la clé sous la porte. 2 usines fermées, 700 emplois supprimés, conséquence du rejet hier par le tribunal des affaires économiques de Nanterre du projet de reprise en SCOP, société coopérative. Elle avait pourtant le soutien de l'État et de la région Centre-Val de Loire. Écoutez la déception de son président François Bonneau. C'est une terrible nouvelle pour notre territoire. On est un territoire d'industrie à part entière. On sait faire des fours, on sait faire des plaques de cuisson. On n'a pas besoin que ce soit produit en Asie pour être importé ici. Certes, il fallait relancer l'activité, mais pour la relancer, il faut donner ses chances. Donc je ne comprends pas comment parler du Made in France, comment parler de la réindustrialisation si on laisse partir, si tout fout le camp en Asie, parce que les marques rachetées, elles vont partir là-bas. C'est donc un cri qui vaut pour ici, pour Brandt, et qui vaut pour notre pays, qui vaut pour l'Europe. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Brandt, c'est l'entreprise qui a inventé les plaques à induction ou le four à pyrolyse que vous avez probablement chez vous, martèlent les élus. Un savoir-faire exceptionnel qui, comme d'autres fleurons français, n'a donc pas survécu à la concurrence internationale. Barthélémy Philippe. Oui, la chute du groupe centenaire Brandt est symbolique. Il s'agit du dernier fabricant de gros électroménagers français. Les 2 usines du centre Val-de-Loire vont fermer leurs portes. Les produits délaissés par les consommateurs au profit de leurs concurrents asiatiques
plus compétitifs et innovants vont disparaître des magasins. La notoriété n'aura pas suffi à sauver Brandt, selon Thierry Milon, directeur des études du cabinet Altares. La marque, c'est un atout. Pour autant, ça ne suffit plus. Le prix fait la différence. Sur des lave-linges, ça se joue à quelques dizaines d'euros près. Les produits de Brandt sont des produits de qualité, mais en face d'une compétition qui tire les prix vers le bas, on ne peut plus jouer. La disparition de Brandt est une nouvelle étape de la désindustrialisation française. L'acieriste Novasco, le fleuron de la chimie Vancorex, le fabricant de sirop Tesser. Selon le cabinet Trendéo, 165 sites industriels employant au total 20 000 salariés seraient menacés de disparition. Des entreprises pénalisées par la concurrence, les coûts de l'énergie et la baisse de la consommation domestique. Barthélémy Philippe, et aujourd'hui c'est un autre grand groupe qui va être fixé sur son sort. Le tribunal des activités économiques de Paris se prononce sur la reprise du groupe de prêt-à-porter X, placé en redressement judiciaire. Il emploie quelques 1000 salariés en France. Je crois qu'on dit IKKS. Comme ça c'est plus clair, effectivement. Ouais. Surtout à la radio, c'est d'autant plus clair. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Les fusillades, trafic de drogue, cambriolage, squatter, ça suffit à Marseille. Au grand mot, les grandes clôtures. Oui, de nombreux habitants ont décidé de ne plus attendre que les pouvoirs publics trouvent des solutions et ils ont choisi de se barricader. Près d'un tiers des résidences seraient désormais totalement ou partiellement fermées. Et si ces murs érigés autour des habitations déplaisent à certains, les propriétaires, eux, en sont ravis, comme en témoigne ce reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Autrefois ouvert, l'accès à la cité des Chutes-la-Vie est désormais fermé. Si cette décision fait polémique dans le voisinage, les copropriétaires comme Lucien Fayolle, eux, sont sûrs de leur choix. Quand on voit que les dealers ils s'installent dans toutes les cités, on a peur. Il y a eu de l'insécurité. J'ai un monsieur assez âgé qui habite dans la cité. Il a subi, lui, sur 5 ou 6 ans, à peu près 7 ou 8 cambriolages. On a eu un homejacking. On veut se prémunir pour assurer notre sécurité. Les résidences fermées ne concernent plus seulement les quartiers UP. Exemple, au Campanule, un temps menacé par l'implantation de points de deal. Depuis l'installation de barrières, les habitants respirent à nouveau. La barrière ici, la barrière de l'autre côté, et après de l'autre côté vous avez un portillon, que là les jeunes y passaient, rentraient. Maintenant avec la clé, il faut avoir la clé. Ils viennent plus, hein. Et ben les squatteurs. Et là ils étaient là avec les canapés, ils faisaient l'apéro, les chaises. Et même si la menace n'est jamais loin, il y a des gens extérieurs à la résidence qui essayent de rentrer de force, peut-être justement pour vendre de la drogue ou un truc comme ça. Et outre les incivilités et la délinquance, les copropriétaires justifient cet investissement pour échapper aux nuisances du quotidien, comme le stationnement sauvage. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Ce serait une décision symbolique forte. Serge Klarsfeld, fondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, a proposé à Emmanuel Macron une action concrète contre l'antisémitisme. Oui, que le chef de l'État prenne la tête d'une manifestation contre l'antisémitisme qui pourrait se tenir le 27 janvier prochain, journée de mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. La présidence de la République a fait savoir qu'elle prenait bonne note de la demande et que la lutte contre l'antisémitisme est une priorité. Les sports, le handball, l'équipe de France féminine est en demi-finale du championnat du monde aujourd'hui. Après leur victoire face au Danemark, les Bleus affrontent l'Allemagne cet après-midi, 17h45 à Rotterdam. Et si les Françaises sont déterminées à conserver leur titre, elles vont néanmoins trouver une équipe allemande très solide, hein, Cyril de la Morinerie. Oui, les Bleus disputent ce soir leur 8e demi-finale de suite, toute compétition confondue. Après un faux pas contre les Pays-Bas, les Bleus ont balayé le Danemark. Place ce soir en demi-finale à l'Allemagne, vaincue dans cette compétition et qui vient d'écarter le Brésil. Les Françaises championnes du monde en titre veulent aller le plus loin possible, confirme à Beansport le sélectionneur Sébastien Gardillou qui a succédé il y a un peu plus d'un an à Olivier Krumboltz. Il faut enchaîner comme il se doit parce qu'arriver en demi-finale pour faire 4e, j'ai déjà testé, merci. L'Allemagne a sa place, ça fait très longtemps que les observateurs attendaient cette équipe d'Allemagne qui est tout sauf un outsider. Affaiblie sur le papier, l'équipe de France monte en puissance et a toutes ses chances face à l'Allemagne, explique la championne olympique et légende du handball, Alison Pinault. Malgré l'absence des néo-mamans et de la capitaine, bien sûr, Grace Zadi, cette équipe a démontré qu'elle était capable une nouvelle fois de retourner dans le dernier carré. J'espère qu'on ira en finale et puis ensuite on verra. Les Françaises, emmenées par une formidable Clarisse Méraud, n'ont plus que 2 adversaires à battre pour décrocher un 4e titre de championne du monde. Cyril de la Morinerie. Et puis à Los Angeles, une première pour un jeu vidéo français, Clair Obscur, Expédition 33, jeu vidéo de l'année au Game Awards. Première production du studio montpelliérain Soundfall Interactive. Ce jeu de rôle qui se déroule dans un univers post-apocalyptique inspiré du Paris de la Belle Époque a battu le record de trophées remportés. Au total, 9 statuettes, dont meilleure narration, meilleure direction artistique et meilleur jeu indépendant. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Serge Papin, le ministre du Commerce et des PME, est face à Romain Desarbres.